Merci Corentin, bonjour à toutes et tous. On est très heureux de vous retrouver ce matin pour ce webinaire. Donc pour information, la session est enregistrée et sera proposée en replay pour les personnes qui ne pouvaient pas se connecter ce matin. Et le replay vous sera envoyé en même temps que le guide qui sera publié du coup à midi. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la session, vous pouvez les poser dans le petit onglet spécial que vous voyez en dessous de la présentation. Vous avez Q&R et vous pouvez poser vos questions et on les regroupera et on y répondra en fin de session pour garder le fil de la présentation, pouvoir potentiellement répondre à plusieurs personnes à la fois. Il y a un écho. Est-ce que tout le monde a un écho? Non. Bon, je pense que c'est un problème local. Bonjour à tous, comme je disais, moi je suis Anne-Lise Dudran, je suis responsable de projet au Don en Confiance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour animer ce webinaire avec donc Corentin Hu qui est responsable digital. Corentin, je te laisse peut-être te présenter en fait. Ouais, et ben pendant le temps, est-ce que tu peux partager ton écran, Lise? Oui, bien sûr, c'est Ça parti. marche. Et ben bonjour à tous. En tout cas, moi je suis Corentin Hu, je suis du coup responsable digital et développement chez France Générosité, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, à la limite, je laisse la parole à Sophie qui va se présenter. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Sophie Mussard et je travaille à l'AFM Téléthon en qualité d'analyste compliance. Voilà. Jacques Etevenin, je suis commissaire au don en confiance. Et je termine donc, Sarah Bertaille, déléguée générale adjointe chez France Générosité en charge des affaires juridiques et publiques. Merci à tous. Cette présentation est organisée pour la présentation du coup d'un guide que nous publions conjointement France Générosité et Don en Confiance qui est donc encadrer l'usage de l'IA au sein des associations et fondations, gouvernance de l'intelligence artificielle et intérêt général entre un équilibre entre opportunité, pardon, et responsabilité. Euh, Hop, voilà, bon, bah, on s'est déjà présenté, c'est vrai. Pour présenter rapidement nos structures pour ceux qui ne connaisseraient pas l'un ou l'autre. Donc, Don en Confiance, on est une association d'intérêt, enfin, on est une association, pardon, indépendante qui a été cofondée par plusieurs grandes associations et fondations pour le contrôle et la bonne gestion des dons aux associations, pardon. Nous avons 37 ans d'existence, on a été fondé en 89. On regroupe plus d'une centaine de bénévoles contrôleurs qui accompagnent associations et fondations dans le progrès continu, dans la gouvernance, la gestion financière et la communication aux donateurs. Ça représente 98 organisations membres à l'heure où je vous parle, près de 1,8 milliard de générosité du public et 6,2 milliards de budget. Du coup, voilà, ici représenté par Jacques, qui est commissaire indépendant du don en confiance et qui analyse les rapports de nos contrôleurs. Je prends la suite très rapidement. Donc, France Générosité, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais on a beaucoup d'entités en commun entre France Générosité et l'Influence. Donc, je vais aller très vite. Juste pour faire très simple, on est le syndicat professionnel des organisations d'intérêt général qui font appel à la générosité. Aujourd'hui, on a plus de 170 organisations et ça représente à peu près 3,5 milliards de générosité par an collectée. Mais je vous laisserai aller en savoir plus sur France Générosité sur notre site internet et je te repasse la main, Annelise. Dans ce webinaire, voici tout ce qu'on va passer en revue. On va évidemment vous présenter le guide sur lequel on a travaillé conjointement avec plusieurs organisations côté France Générosité et Don en Confiance et des bénévoles de Don en Confiance. Euh, Comment sélectionner les outils conformes, comment réaliser une cartographie des risques, évaluer le bénéfice-risque, parler de la gouvernance de l'IA et des éléments pour rédiger une charte éthique et une politique d'usage. Puis on aura du coup un temps de questions-réponses et potentiellement de partage d'expérience si jamais nous avons le temps, mais nous avançons pas trop.
Pourquoi un guide sur l'IA en 2026? Je vais repasser la parole à Corentin pour qu'il présente un peu son programme. Et ben, merci Anis, on va faire un petit ping-pong, on va essayer d'être dynamique dans ce webinaire. Euh, En tout cas, peut-être avant de répondre à la question pourquoi un guide sur l'IA en 2026, tout d'abord, on va partir un peu de chiffres, de constats chiffrés, et donc je vais vous parler un peu de notre sondage qu'on avait réalisé chez Frangénérosité sur l'usage de l'IA au sein des organisations d'intérêt général membres de Frangénérosité. Avant cela, juste une petite information, parce que c'était important aussi que vous puissiez y participer. On relance un nouveau sondage en 2026 qui est beaucoup plus large, qui s'adresse à vraiment toutes les organisations d'intérêt général qui font appel à la générosité. L'idée, c'est vraiment de connaître quels sont vos usages, vos freins, les différents canaux de collecte qui sont impactés, quels sont les impacts sur l'organisation, toute la partie aussi éthique les conditions d'un usage responsable. Donc, si jamais vous pouvez, on va vous remettre le lien du sondage dans la conversation, mais si jamais vous pouvez y répondre, ça sera avec grand plaisir. Si, en tout cas, maintenant, petit instant pub passé, si on passe à la slide d'après, euh, très rapidement, hein, l'idée de pourquoi un guide, comme je vous ai dit, on va parler de constat. Euh, Aujourd'hui, dans le sondage qu'on avait réalisé en 2025, on voyait, premier élément important, que 83% des salariés répondaient utiliser l'IA au sein de leur organisation, mais seulement 22% à titre collectif. On avait donc un écart important qui sous-entend justement ce phénomène de shadow IA, mais déjà une première différence entre la vision de l'organisation, la structuration de l'usage de l'IA et la pratique réelle des collaborateurs. Le deuxième élément qui était important, c'était le fait qu'il y avait seulement 57% des organisations qui avaient une attitude proactive sur l'IA, soit par la mise en place d'outils, soit par la réflexion sur une stratégie adoptée. Il y a quand même 43% qui n'ont pas forcément cette attitude-là. En tout cas, il y a un an, les choses vont très vite. Peut-être que ça a évolué. Et c'est justement pour ça qu'on a aussi besoin de vos réponses sur le sondage 2026. Si on va à la slide après, l'idée, c'est que on voyait grâce à cette étude aussi un élément hyper important, c'est que il y avait 102 organisations qui ont répondu au sondage. Parmi ces 102 organisations, on avait seulement 5 organisations qui avaient mis en place une charte éthique ou une politique d'usage dédiée à l'IA et 17% qui étaient en cours de création. C'est assez marquant parce que du coup, 65% des répondants affirmaient qu'il n'existait aucune charte éthique, aucune politique d'usage au sein de l'organisation, aucune démarche en cours à ce sujet-là. Et là, on voit encore une différence entre la pratique réelle et la structuration au niveau de l'organisation. Si on fait juste un tout petit aparté, parce qu'on va en reparler par la suite, aujourd'hui, on avait 21% qui connaissaient l'existence. Et pour ces 21%-là, seulement 17% affirmaient qu'il y avait une démarche collective qui avait été adoptée pour construire cette politique interne sur l'IA. Seulement en complément de ça, quand justement on posait la question de quelles étaient les conditions de l'usage de l'IA conformes aux valeurs de l'organisation, le deuxième item, c'est là où était assez important, c'est que 84% des répondants affirmaient le besoin que l'organisation autorise uniquement l'usage d'outils qui répondent à un certain nombre de critères préétablis. Encore une fois, la différence entre la pratique, les attentes des collaborateurs et aujourd'hui la structuration, la gouvernance de l'IA réelle au sein des organisations. Justement, l'idée de ce guide, c'est de se dire, en fait, tout le monde parle de l'IA, beaucoup de collaborateurs aujourd'hui utilisent l'IA, il y a très peu de cas d'usage vraiment très concrets au niveau global des organisations. Et ce qu'on constate, c'est vraiment un besoin d'accompagnement spécifique à notre secteur et le besoin d'avoir aussi une vision plus large, plus long terme, une vision collective de se dire comment globalement au niveau de ma structure, de mon organisation, je peux penser la transformation grâce à l'intelligence artificielle, quelle vision j'adopte au niveau de ma gouvernance sur ce sujet-là et quelle stratégie du coup mettre en place. Et c'est pour cela qu'on a décidé de réaliser un guide Franc Générosité, donc confiance. Et je te repasse la main, Nice.
Donc oui, donc vous l'avez en effet compris, l'IA, c'est aujourd'hui un sujet qui est incontournable et les associations et fondations ne font pas exception à la règle. Donc ça représente aujourd'hui énormément d'opportunités pour évidemment l'optimisation des processus, l'analyse de données comme outil au quotidien pour les équipes, mais ça soulève beaucoup de questions importante pour le secteur, notamment de l'intérêt général. Donc, comment concilier cette innovation technologique et le respect de nos valeurs au sein des organisations? Quels risques juridiques, éthiques et opérationnels à anticiper? Et surtout, comment mettre en place une gouvernance de l'IA responsable et alignée donc, ouais, avec les missions sociales de nos structures. Donc, c'est pour répondre à ces questions que France Générosité, nous en confiance, ont élaboré ce guide pratique. Qui est donc destiné aux professionnels du secteur associatif. Ce guide propose un cadre concret pour accompagner les organisations dans l'adoption maîtrisée de l'IA et on y aborde notamment les réglementations en vigueur, l'identification des risques liés à l'IA, l'évaluation du rapport bénéfice-risque et la mise en place du coup d'une gouvernance adaptée. Euh, pendant ce webinaire, on va vous présenter cette nouvelle ressource, partager les principales étapes pour aborder justement l'encadrement de l'usage de l'IA au sein de vos organisations. Et du coup, on garde ce temps d'échange à la fin pour répondre à vos questions. Voilà, du coup, le guide a été pensé en 3 étapes, comme une feuille de route pour lancer le travail. Euh, c'est donc on s'appuie en effet sur les réglementations existantes et les bonnes pratiques du secteur de la générosité. La première phase, c'est donc la phase exploratoire, c'est se poser les questions pour comprendre quelles peuvent être les opportunités concrètes que l'IA représente pour nos organisations. La phase 2, c'est l'analyse de risque, identifier les enjeux juridiques, éthiques et opérationnels, et évaluer si le recours à l'IA est vraiment pertinent dans chaque situation. Et la phase 3, c'est donc la mise en place d'un cadre sécurisé avec une gouvernance et des règles d'usage qui permettent d'intégrer cet outil de manière responsable dans la vie des organisations et des équipes. Donc voici, on révèle le sommaire du guide. C'est un sommaire qui a été pensé vraiment pour être un outil pratique, donc vous pouvez naviguer d'une étape à l'autre indépendamment pour vous référer à ce dont vous avez besoin et selon la maturité de l'organisation où vous vous placez, où vous vous trouvez pardon, sur cette thématique-là. Et c'est aussi du coup un parcours chronologique. Vous pouvez suivre aussi la feuille de route si vous partez de zéro pour évaluer la maturité du projet, faire un état des lieux et anticiper les risques et opportunités. Et enfin, intégrer vraiment l'usage de l'IA dans la vie de l'organisation. Tout ça ponctué de bonnes pratiques et de conseils pour chacune de ces parties. Quelques points d'attention en effet avant d'entrer dans le concret, dans le contenu. On précise que c'est un guide qui n'a pas vocation à couvrir de manière exhaustive l'ensemble des enjeux liés à l'IA. Déjà parce que ça évolue extrêmement vite et c'est déjà un outil qui a été très dense à rédiger. Son objectif, c'est plutôt voilà, de proposer des pistes de réflexion, de comment se positionner pour entamer ce travail, des bonnes pratiques et pour les associations et fondations qui souhaitent se structurer face à l'usage de l'IA et garantir un usage éthique et responsable de cet outil. Et donc voilà, il faut garder en tête que c'est un outil, c'est des technologies qui évoluent extrêmement rapidement. Les outils, les usages, le cadre réglementaire changent quasiment tous les jours. Donc voilà, ça implique de maintenir une veille régulière sur le sujet et notamment sur les évolutions législatives, les pratiques à adapter progressivement pour adapter aussi notamment la cartographie des risques, etc. Mais on y reviendra plus tard. Donc un petit moment pour remercier les contributeurs. Donc déjà Anouk qui était juriste chez France Générosité qui a grandement contribué à la rédaction de ce guide. Corentin évidemment. Sophie et Jacques ici présents qui ont aussi participé à la rédaction. Virginie Pou, chef de médecin innovation chez Médecins du Monde. Redouane Bekra, chargée de communication chez Amnesty France. Gaëlle Benoît, adjointe au DG à la protection des données chez Médecins sans frontières et Marie Menant et Florence Picard, qui sont toutes les deux bénévoles expertes chez Nous en Confiance.
Je repasse la main. Et du coup, merci beaucoup, Annelise. Alors, comme vous l'avez compris, hein, l'idée, c'est qu'on a un temps qui est assez limité aujourd'hui ce matin. Et merci à vous tous. Hein. Je vois qu'on est plus de 230 présents sur ce webinaire. Donc, c'est assez agréable de voir que le sujet passionne, j'ai envie de dire. On n'aura pas le temps d'aborder l'ensemble des différents points du guide. Donc, on a sélectionné certaines étapes. Donc là, on va passer un peu outre toute la partie de qu'est-ce que l'IA, quelles sont les opportunités pour le secteur de l'ingéniosité, comment c'est réglementé, pour aller plutôt sur des parties un tout petit peu plus avancées petit à petit durant ce webinaire. Mais dans tous les cas, vous aurez toutes ces parties dans le guide. Donc cette première partie, pour entrer un peu dans le sujet, c'est déjà de se dire, bah, en fait, comment sélectionner des outils conformes aux réglementations. Si on passe justement à la slide d'après, l'idée c'est qu'on a travaillé avec les membres du groupe de travail qui ont élaboré ce guide sur un peu une feuille de route, hein, pour reprendre l'expression d'Annelise, qui va identifier 6 points, 6 étapes essentielles, et on va détailler chacune de ces étapes un par un. Peut-être qu'on peut directement passer à la slide d'après et on va rentrer dans chacune de ces étapes. Tout d'abord, le premier aspect, c'est vraiment la capacité, je vais aller vite là-dessus, mais de dire, bah, identifier les besoins prioritaires de vos collaborateurs. L'idée, c'est de pouvoir vraiment en interne cartographier avec l'ensemble des différents services, l'ensemble des équipes opérationnelles, mais aussi de la gouvernance, quelles sont les attentes, quels sont les besoins concrets, précis, mais au-delà des besoins, c'est aussi quels sont les usages réels actuels. Et de se dire que, en fait, comme l'IA est un peu partout, c'est immiscé dans pas mal d'outils de technologie, de bien prendre en compte aussi quels sont les usages actuels directement ou indirectement parce que tel ou tel outil a rajouté une brique IA. Pour cela, n'hésitez pas à mener des entretiens, des sondages qui vous permettront vraiment de recenser ces besoins et le faire de manière récurrente, puisque ça, comme Anis vous a très bien dit en amont, ça va très vite. La deuxième étape, c'est de se dire, bah, est-ce que l'IA aujourd'hui est-elle la seule solution pour répondre aux besoins identifiés? Il est important, surtout en tant qu'organisation d'intérêt général, de pouvoir aussi explorer d'autres alternatives, que ce soit des outils qui ne sont pas forcément basés sur l'IA, que ce soit une alternative organisationnelle en réorganisant un peu vos processus internes, ou que ce soit par le renforcement de compétences internes, voire externes. Tester, c'est assez important, mais tester des outils avec IA et sans IA pour voir lesquels fonctionnent mieux et avec quelle efficience. Se dire aussi que peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire de prendre un outil très généraliste, très large, un grand assistant d'IA pour réaliser un besoin très spécifique, mais qu'il y a peut-être des solutions qui sont dédiées à un besoin très précis qui a pu être identifié et validé par votre gouvernance. Et dans l'ensemble, c'est de se dire, bah voilà, il faut privilégier les outils qui répondent de manière simple, efficiente aux besoins et sans surcharge des équipes. Et on va en parler juste par la suite. Le troisième point, allez, si tu veux passer à la slide après, on sait que la qualité aujourd'hui des résultats de l'IA dépend vraiment des données. Donc pour cela, il y a plusieurs questions à se poser. C'est est-ce que les données proviennent de sources publiques, propriétaires ou internes à votre organisation? Faut vous assurer aussi que ces données du coup sont fiables, sont à jour, sont conformes à vos exigences. Et pour l'ensemble de ces différents points-là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de documenter. Documenter le choix de l'outil, documenter les recherches que vous avez fait sur l'outil, documenter l'ensemble de ces différents points pour en tout cas essayer de suivre le processus et de pouvoir répondre en cas de contrôle. Le quatrième point, c'est juste une question importante de sécurité, de confidentialité des données. Donc, est-ce qu'il existe des mesures de sécurité que le prestataire, que l'outil garantit? On sait que les organisations d'intérêt général manipulent beaucoup de données sensibles, donc c'est important aussi de pouvoir regarder s'il y a un chiffrement des données, des certifications, des audits là-dessus. Est-ce que les données transmises aussi dans le cadre de l'utilisation sont-elles réutilisées pour entraîner le modèle ou est-ce qu'il y a une clause de non-réutilisation? C'est important aussi de se renseigner là-dessus. Est-ce que l'historique des requêtes est-il conservé? Si oui, sur quelle durée? Quelles sont les possibilités d'accès, de suppression au bout d'un certain temps, etc. Dans certains outils, il faut passer par une version payante, une licence payante pour avoir aussi cette confidentialité des données.
Donc, c'est aussi quelque chose à noter. Et dans tous les cas, c'est de regarder l'ensemble des conditions et des clauses contractuelles données par l'outil et par ses différents prestataires. Le cinquième point, tout simplement, je vais passer très rapidement, c'est vraiment l'estimation des coûts. Certains outils fonctionnent par abonnement, d'autres par crédit d'utilisation, mais dans l'ensemble, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a des limites. Donc, vérifiez bien quelles sont les limites par rapport aussi au volume d'usage prévu par vos différentes équipes et prendre en compte l'ensemble des coûts cachés d'implémentation, de formation, de maintenance, d'évolution, etc. Et enfin, la sixième étape, c'est vraiment de tester avant de déployer. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est efficient pour mes équipes? Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai besoin de formation? Quelles sont l'interopérabilité avec les autres solutions que j'utilise? Et aussi regarder tous les risques imprévus que vous allez observer grâce à ces tests. Et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment tester sur un périmètre un peu restreint, tester à chaque outil et n'hésitez pas à non plus mettre en place des groupes pilotes, bêta-testeurs au sein de vos organisations. Et justement, pour parler de ces risques, je passe la parole à Sophie. Merci Corentin. Donc tout d'abord, je voudrais juste partir d'un constat donc, qui est le suivant. Donc, comme tu l'as évoqué, Corentin, et comme Anne-Lise aussi l'a évoqué, on le voit bien, l'IA, c'est un sujet qui est en plein essor et qui est très évolutif. Donc, on est inondé d'informations et surtout de nouveautés. Et donc, parfois, il est assez difficile de savoir quels sont les réels impacts et les enjeux à l'instant T et aussi sur les années à venir. Donc, je pense et je suis convaincue que la réflexion autour de ce sujet elle réside vraiment dans une approche sur les risques. Et du coup, l'IA Act nous confirme aussi, donc à travers sa conception tournée autour des risques, donc risques liés au risque, à risque modéré, faible, etc. Donc, je crois qu'on ne m'entend pas bien. Je vais essayer de Ça parler plus fort. fonctionne bien. Moi, de mon côté, je t'entends bien. Ok, Alice, toi aussi? ça doit être local. Ouais, si, c'est bon. Ça doit être local alors. Donc du coup, pour appréhender justement cette amas d'informations et d'évolution, je pense qu'il y a trois questions centrales, donc trois axes, dont deux que j'évoquerai, ensuite je passerai la main à Corentin. Donc dans un premier temps, donc, quels sont les risques intrinsèques, donc ils sont assez généralistes, et ensuite, dans une logique d'entonnoir, c'est vraiment les risques spécifiques à son association ou fondation. Et ces deux axes-là, ils vont nous permettre justement de cartographier les risques. Et je voudrais juste simplement préciser que même si le terme cartographie des risques, c'est un mot, enfin, c'est un terme assez barbare, c'est pas un exercice qui est réservé aux grands spécialistes, aux grands techniciens et aux grandes entreprises ou autres. Et c'est plutôt un outil de protection et d'aide à la décision. Et il protège les équipes, les bénévoles, les salariés, les donateurs et tout autre. Et tout ce qui gravite autour de notre entité. Donc, dans un premier temps, l'idée d'évoquer dans ce webinaire, c'est... est-ce qu'on va passer au slide suivant, s'il vous plaît? Merci. Donc, du coup, dans ce webinaire, on ne pourra pas évoquer tous les risques, parce qu'il y en a énormément, et il y en a encore qui sont non connus à date. Mais je voudrais juste traiter quelques grosses catégories de risques qui, aujourd'hui, à date, dans la connaissance qu'on a d'IA, sont confirmés et qui concernent un grand panel de sujets, et donc avec quelques exemples. Tout d'abord, on peut évoquer le risque lié au droit du travail, donc à la transformation des métiers, aux inégalités socio-économiques. Et en fait, on constate que c'est un des risques qui fait naître le plus d'appréhension, ce qui est normal. Et on le voit bien, il y a de nombreuses institutions nationales ou internationales qui réalisent des études d'impact. Et la statistique la plus parlante, donc comme vous le voyez, c'est celle du FMI, qui considère que 62% des emplois des économies avancées, donc qui sont caractérisés par un haut revenu par habitant, des technologies avancées et autres, pourrait présenter un degré élevé d'exposition à l'IA. Donc, on voit bien que c'est plus de la moitié des emplois. Donc, cette étude, elle va un peu plus ensuite dans la granularité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces statistiques-là, elles sont parlantes et on n'est qu'au début. Et en fait, on constate vraiment déjà un réel impact un impact de l'IA sur les emplois. Et ça, c'est un risque à considérer dans sa réflexion, mais c'est aussi une opportunité qu'on peut avoir. Et donc, je pense que si on garde une lecture stricte des chiffres, on peut vite tomber dans le piège du no-go à l'IA, donc le défaitisme lié à la technologie. Donc, elle nous remplacera, le marché du travail sera bouché, etc. Mais en fait, si on adopte plutôt une réflexion plus poussée et plus positive, on peut se dire que l'essentiel des emplois pourrait être complémentaire à l'IA. Et donc, ça permettra d'être un vrai copilote et d'améliorer justement notre confort au travail.
Et bien évidemment, il y a certaines tâches qui seront automatisées et je dirais pas que certains métiers sont amenés à disparaître, mais plutôt à évoluer. Et tout cela en accompagnant donc, le développement de nouvelles compétences. Et l'idée, c'est d'adapter aussi nos pratiques et d'éviter de tomber dans l'écueil de substitution. Donc ça, c'est un risque aussi à prendre en compte. Ensuite, un autre risque aussi qui est assez parlant et dont d'ailleurs la CNIL et le CEPD se sont penchés, c'est celui de la protection des données personnelles. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'IA, c'est la porte d'entrée au traitement de nombreuses données, dont celles personnelles, donc à travers la réutilisation des données, la collecte excessive et également les fuites d'incidents et autres. Donc, j'ai un petit exemple qui va nous permettre un peu de nous sensibiliser justement sur ce risque. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite analyser un fichier Excel de donateurs et faire une étude de la tranche d'âge des donateurs. Donc, par souci d'efficacité, cette personne-là, elle va dans son prompt intégrer un fichier de donateur qui contient l'ensemble des informations, dont les adresses postales. Donc ici, en fait, la seule information dont on a besoin, c'est l'année de naissance et voire au maximum la date de naissance. Donc l'adresse postale n'est pas forcément nécessaire. Et pourtant, en intégrant ce fichier dans le prompt, l'IA va traiter cela. Donc là, on voit bien qu'il y a un risque de réutilisation des données, de collecte excessive. Et on peut même ajouter que si l'IA n'a pas été validée en interne par les équipes informatiques, donc le shadow IA, il peut y avoir des risques de fuite de données et même des transferts, de données à l'étranger personnel. Donc ça, c'est un risque à couvrir. Et cet exemple, il permet vraiment de se saisir de l'importance de la prise en considération de ce risque. Et il fait également pont avec, sur le risque de la slide suivante, le risque de cybersécurité. Donc, on le voit dans les journaux, on a de nombreuses attaques en ce moment, surtout en France, liées on a de nombreuses cyberattaques. Et l'IA, en fait, c'est une source et c'est une mine d'or de données pour les cyberattaquants. Donc, en fait, s'il n'y a pas de supervision, de certification, de filtre également dans l'implémentation et la vie de l'IA dans son entité, il existe un risque fort et qui, je pense, selon moi, est à prioriser donc, pour éviter les effets liés à une éventuelle cyberattaque. Donc, ensuite, il existe aussi un autre risque qui peut paraître un peu plus éloigné des derniers que j'ai mentionnés, mais dans une réflexion qui est globale sur les risques, il faut également intégrer le risque environnemental, donc les impacts environnementaux. À savoir que les data centers consomment énormément. Et à titre d'exemple, une requête ChatGPT, c'est 50 centilitres d'eau. Et donc, il convient d'avoir un usage raisonné pour réduire l'impact. Donc, ça peut paraître bête, mais par exemple, il faut éviter les prompts juste en disant merci ou autre. Donc, ça, c'est pas très pertinent. Et donc, libre à chacune des entités, bien évidemment, d'analyser le degré d'exposition à ce risque, notamment selon les valeurs de l'association ou de sa fondation. Donc le compteur tourne un peu, donc j'aurai pas forcément le temps d'aborder l'ensemble des risques identifiés, mais vous les avez sur la présentation. Un autre aussi, et je pense qui est à prendre vraiment en compte, c'est la fiabilité de l'information et de la désinformation. Et donc ça fait beaucoup parler de lui. Ça fait un risque qui fait beaucoup parler de lui. Et donc l'IA, on peut lui faire dire n'importe quoi. À titre d'exemple, récemment, j'ai testé l'algorithme d'une IA sur un sujet. Et en fait, j'ai simplement demandé à l'IA de trouver des arguments qui allaient dans mon sens, alors que mon argument initial était un peu fallacieux, un peu douteux. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle m'a trouvé des exemples qui allaient dans mon sens. Et donc, justement, tout ça pour vous dire qu'à ma simple échelle, on peut considérer que c'est une simple anecdote, mais ça représente un risque majeur parce qu'à l'échelle nationale, voire internationale, comment on peut fact-checker des sources, comment on peut vérifier les réponses, la véracité des propos, et comment aussi se couvrir de ce risque. Et ça, c'est un risque à regarder, je pense, de très près, car il peut être plus prégnant dans certains pays qui se fondent parfois sur la désinformation, la manipulation de l'information. Et lorsqu'on implémente un outil IA, l'origine de l'outil, ça peut aussi avoir une importance cruciale à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas avoir le temps de balayer la propriété intellectuelle ou l'adoption prématurée des dommages imprévus, mais dans le guide, tout sera précisé et vous avez aussi la présentation qui permet un peu d'étayer le propos. Donc, après avoir fait un panorama non exhaustif du coup, de ces grandes catégories de risques, en logique d'entonnoir, toujours, on va se pencher sur la sélection des risques spécifiques à son entité. Donc, en deuxième partie, comment identifier les risques spécifiques. Donc, la deuxième étape de réflexion, après avoir fait le tri des grandes... on est dans le timing, ok, merci, merci Corentin. Donc, du coup, cette deuxième étape de réflexion, elle consiste justement à faire le tri et à sélectionner les risques, et les scénarios d'ailleurs, qui vont avoir le plus d'impact sur notre association ou notre fondation.
Et c'est un exercice qui peut paraître assez complexe, mais en vrai, avec une méthodologie bien définie en amont, on va pouvoir éluder certaines difficultés quant à cette catégorisation-là. Donc, dans cette réflexion, je pense que tout d'abord, il est nécessaire d'embarquer cette gouvernance qui est la plus qualifiée pour définir une stratégie et traduire aussi la direction que l'IA doit prendre dans une entité. Et pour statuer aussi sur les lignes minimales à respecter ou à ne pas dépasser. Donc, Jacques évoquera mieux que moi ce point plus tard dans la présentation. Et je voulais rajouter qu'au-delà de cette philosophie de l'interdit ou de la liberté à l'IA ou autre, il y a une conception qui peut être aussi, cette conception-là, elle peut être aussi déterminée par différentes considérations, notamment la relation avec les donateurs, les bénévoles, les institutionnels. Ensuite, le niveau de maturité à la conformité réglementaire aussi, donc qu'elle soit informatique, donc IT, que ce soit au niveau RGPD, que ce soit au niveau juridique. Ensuite aussi l'organisation projetée au sein de son entité, donc la comitologie, les reportings et autres, et aussi les besoins des équipes internes, donc comme évoqué par Corentin tout à l'heure, donc il faut comprendre les besoins des équipes internes, donc même la charge de travail, la validation des outils, le double regard, les outils spécifiques, et pourquoi pas aussi faire une shortlist des prestataires à absolument éviter peut-être. Déjà, ça peut être déjà l'objet d'une gestion des risques. Et dans cette logique, donc l'idée, c'est d'embarquer la gouvernance et du coup d'avoir un fil conducteur. Et une fois que tout cela est déterminé, je pense qu'on peut partir sur ces grandes catégories de risques et de les identifier et les hiérarchiser, je vais y arriver, et prendre les risques qui sont les plus proches de nous pour en faire découler justement des scénarios de risque en prenant en compte les impacts, tant sous l'angle technique, mais aussi éthique, juridique ou organisationnel. Donc, on va se poser quelques questions, qui est logique. Donc, quelles sont les finalités? Donc, voilà. Donc, avant la mise en place, par exemple, d'un projet d'implémentation d'un outil. Et dans le cadre aussi, ou dans le cadre d'une réflexion sur l'IA, je pense qu'il peut être opportun de se poser cette question-là. Donc, clarifier pourquoi l'IA est utilisée. Donc, quel problème l'outil cherche-t-il à résoudre? Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est une aide à la décision? Est-ce que c'est une automatisation de tâches? Est-ce qu'elle intervient, est-ce que cette IA, cette IA intervient dans le cœur des missions de l'entité ou dans ses fonctions de support? Et est-ce que son objectif est compatible avec la valeur et la mission sociale de la structure? Et surtout, quelle sera l'utilité de l'outil? Est-ce que ça sera un usage permanent? Est-ce que ça sera un usage ponctuel? Et en fait, partir de cette base, ça permettra justement de définir tous les impacts et tous les risques. Donc là, à cette étape, on pourrait avoir un écueil et de se dire qu'on ne partirait pas de l'existant. C'est d'avoir une réflexion un peu trop généraliste. Et je pense que pour cela, pour éviter cet écueil, il faudrait partir de l'existant et du concret. Donc en commençant par un périmètre assez restreint au sein de son entité. Et donc lister les usages et les besoins qui sont existants, qui existent déjà, ou ceux qui sont envisagés au sein de son entité. Donc à travers différents exemples, ceux qui sont pour la rédaction du contenu, ceux pour les chatbots d'accueil, agents conversationnels, les outils de tri de candidature, pardon, l'analyse prédictive de dons, etc. Et donc, en partant de ce recensement-là, ça va nous permettre déjà d'avoir une bonne base et ça va nous permettre aussi de documenter et de se faire une idée de l'environnement IA dans son entité. Donc, j'ajouterai également quelques points de vigilance. Lors de ce recensement-là, lorsqu'il y a un objectif flou, déjà, ça augmente le risque. Donc ça va prendre en compte. Si également l'outil est utilisé sans besoin réel, ça aussi, c'est un générateur de risque. S'il y a influe également sur une décision, le niveau de risque, il est bien évidemment plus élevé. Et surtout, si l'IA impacte la mission sociale, donc là, c'est vraiment une analyse qui doit être approfondie et qui doit être bien étudiée. Donc, après avoir fait cette petite partie-là, on peut se poser aussi la question de quels sont les impacts et quels risques. Donc, après être parti de l'existant. Donc, une fois qu'on est parti de l'existant, une fois qu'on a clarifié l'objectif, on va pouvoir évaluer les effets possibles qui peuvent être regroupés sous quatre grandes catégories. Et donc, ce sont mes catégories donc, qui me paraissent aussi pertinentes à mon niveau, mais qui peuvent bien évidemment, en fonction de son entité, être ajustées ou autres. Et donc, je suis partie sur la première catégorie juridique et réglementaire. Donc, ça fait un peu le pont, ce sont des sujets connexes. Technique et organisationnelle. Ensuite, réputationnel et économique. Et enfin, éthique. Donc, pour répondre à cette question, on pourrait adopter la même démarche que la CNIL vis-à-vis de l'IA qui avait pris, je ne sais pas si vous avez tous la connaissance de ce point-là, mais elle avait mis une feuille à plat et elle avait écrit tous les effets et elle les a regroupés en différents groupes. Donc ça, je pense que c'est une bonne manière de procéder.
Et ensuite, en partant de ces grandes catégories-là, on va justement prendre les différents effets, enfin les différents scénarios de risque, notamment par exemple les fuites de données, les biais discriminatoires, l'utilisation non cadrée, l'absence d'information ou de sensibilisation. Et c'est des exemples. Bah, j'ai un exemple très concret, tout simplement, par exemple, une direction des ressources humaines qui souhaiterait utiliser une IA pour permettre le tri des CV. Donc, dans une logique d'entonnoir, toujours, on va prendre le risque intrinsèque, le risque général. Et donc, dans ces risques-là, j'y verrai bah, le risque en droit du travail, le risque réglementaire et le risque éthique, par exemple. Et on va cartographier, donc on va recenser les effets possibles, donc en fonction des 4 catégories que j'ai évoquées. Donc, pour moi, j'y verrai le juridique et le réglementaire, le réputationnel et économique et l'éthique. Et ensuite, on va définir un peu plus spécifiquement le scénario. Donc, par exemple, ça peut être l'absence d'information du candidat du traitement dans sa candidature par une IA, la discrimination durant le tri en raison bah, d'une IA mal programmée, et un contentieux en lien avec une contestation externe ou interne. Donc, on voit bien dans cet exemple, la méthode de visualisation, elle nous permet vraiment de faciliter l'analyse et d'avoir une vision à 360. Donc ça, je pense que ça peut être un bon exemple et de mettre à plat tous les aspects et aussi de penser aussi peut-être à d'autres risques dont on n'a pas forcément pensé. Donc, d'où l'intérêt d'avoir aussi le point de vue des différents métiers, des différentes personnes au sein de son entité. Donc ensuite, dans la slide suivante, on va pouvoir évoquer le fonctionnement. Donc, en s'appuyant justement sur une veille active des outils IA, par exemple, il faudrait aussi comprendre comment fonctionne l'IA en la testant et en lisant sa documentation. Et tout simplement, bah, comme l'a rappelé Corentin, à faire des tests. Donc, par exemple, tester les prompts pour voir, bah, pour savoir quel est son fonctionnement, quelles sont ses limites, est-ce que son fonctionnement est explicable. Et également, bah, prendre en connaissance son type d'apprentissage. Est-ce que c'est un apprentissage supervisé, non supervisé ou par renforcement? Et bon, ça, c'est une petite liste d'éléments qui sont non exhaustifs, mais qui peuvent être compilés en checklist. Et je pense que c'est des petits points qu'on peut, pour avoir le maximum d'informations qu'on peut vérifier. Donc, aussi, j'aimerais mettre aussi un point de vigilance. Pour moi, à date, un fonctionnement qui pourrait justement donner un indicateur fort de risque, donc qui correspond à un éventuel red flag, c'est une IA qui pourrait apprendre en continu. Pourquoi? Parce que elle va évoluer sans que l'organisation en ait pleinement conscience. Et donc, plus le système il est autonome, plus le cadre de contrôle il doit être renforcé. Donc ça pourrait être aussi un red flag lorsqu'on voit l'outil qui sera peut-être implémenté. Donc ensuite, on va se demander aussi, une autre question aussi qui est très cruciale, c'est quelles sont les données. Donc bah, c'est tout l'objet d'une IA. Donc est-ce que ce sont des données d'éducation sociale, financière ou autre? Est-ce que ce sont des données stratégiques ou confidentielles? Et je mettrai justement un point de vigilance au sein des entités, c'est surtout sur les traitements des données sensibles, donc notamment où il faut mettre une protection renforcée, où sont hébergées les données également. Est-ce qu'elles sont réutilisées pour entraîner un modèle? Et est-ce que ces données-là, d'ailleurs, elles sont couvertes par un brevet, une clause de confidentialité ou de la propriété intellectuelle? Et lorsque ces données personnelles, lorsqu'elles sont traitées, est-ce qu'une AIPD a été rédigée, une analyse des risques sur la protection des données a été validée par le DPO en interne et par l'IT? Donc voilà. Donc ça, c'est aussi des risques à identifier. Donc ça permet aussi de connaître, de permettre aussi de connaître le périmètre de cet outil-là. Ensuite, je pense qu'après après s'être posé ces différentes questions pour faire dégager des risques, on va se poser aussi la question des garanties. Donc ça, c'est dans le slide suivant. Euh, Merci. Dans le slide suivant, du coup. À mon sens, je pense qu'on peut déjà déterminer par une analyse des mesures de protection qui sont déjà en place. Donc, on peut partir de l'existant au sein de son entité et justement pallier là où il n'y a pas de mesures en place. Donc, on peut en interne, justement, en collaboration avec les différentes équipes et aussi avec le partenaire, enfin le prestataire qui peut nous vendre justement cette IA. Bon, dans la mesure du possible, prévoir des mesures justement des garanties et notamment qui sont techniques, donc à travers l'hébergement sécurisé, la gestion des accès, les chiffrements, etc. Également juridique, donc comme évoqué tout à l'heure, donc avoir tout un corpus contractuel et une documentation précise et claire aussi, parce que souvent on a des documentations il y a tellement d'informations dans cette documentation qu'on s'y perd un peu et que même les personnes les plus spécialisées ne comprennent pas forcément tout. Également organisationnel, notamment à travers la supervision humaine, la formation des équipes et aussi la charte.
une charte d'usage, et aussi éthique, donc surtout savoir la transparence sur l'usage de l'IA, la possibilité de demander une explication. Et je souhaiterais ajouter un point de vigilance. Lorsqu'il y a une absence de garantie qui est formalisée, ça constitue déjà aussi un gros risque. Lorsqu'on n'a rien, on n'a aucune documentation ni rien, ça peut aussi constituer un énorme risque. Et donc, pour conclure, dans notre secteur, du coup, cette identification-là, elle est très pertinente et elle est, je pense, à considérer et à prioriser. Et elle doit être guidée, je pense, par trois principes, notamment la protection des personnes et leur acculturation, leur formation, la transparence de l'outil et la transparence de l'usage, et aussi la supervision humaine. Donc, et elle se fait aussi en logique d'entonnoir, et comme présenté, donc voilà. Et donc, pour éviter de se disperser, et je pense que cette méthodologie, elle doit être adaptée à la spécificité aussi de son entité. Et il existe bien évidemment d'autres méthodologies, mais je pense que cette logique d'entonnoir permet déjà, dans un premier temps, de faire une bonne analyse du risque. Voilà. Je laisse la parole à Corentin, du coup. Merci beaucoup, Sophie. C'était très complet, très efficace. Tu étais dans le temps, il n'y a pas de Ah, souci. On a encore un super. peu de temps, mais comme ça, on aura plus de temps pour répondre aux questions. Non, très rapidement là-dessus, maintenant qu'une fois qu'on a justement analysé, identifié l'ensemble de ces risques intrinsèques à l'IA, propres à son organisation, qui, encore une fois, selon la méthodologie évoquée par Sophie et selon aussi les spécificités de chaque organisation, l'idée c'est de se dire, bah maintenant il faut un peu évaluer le bénéfice-risque. Je vais passer rapidement sur cette partie succincte avant de donner la parole à Jacques. L'idée, c'est de faire une matrice bénéfice-risque. Donc, vous avez analysé le besoin, les usages, les opportunités. Donc, ça, c'était un peu la première étape. Et c'est la première étape que vous retrouverez dans le guide. La deuxième étape, c'est de dire, bah, vous avez analysé l'ensemble des risques, encore une fois, liés aux outils d'IA ou propres à votre organisation. Et maintenant, c'est de classer l'ensemble de ces opportunités et ces risques selon une matrice faible, élevée, selon leur impact, probable à très peu probable en termes de probabilité d'impact sur l'organisation, mais surtout de déterminer un peu des garde-fous et des mesures de sécurité qui permettent de diminuer certains risques et donc de faire évoluer la position de tel outil ou de tel usage au sein de la matrice, par exemple l'anonymisation des données. La bonne pratique, par contre, qu'on vous reconseille, c'est de vraiment faire évoluer régulièrement cette cartographie des risques. Et du coup, la matrice bénéfice-risque sera aussi revue régulièrement sur cette même base-là. Si on passe à la slide d'après, l'idée, c'est que cette matrice bénéfice-risque, ce qu'on vous reconseille fortement, c'est aussi de la co-construire. C'est d'impliquer vos différentes parties prenantes, collaborateurs, bénéficiaires, partenaires, gouvernance, etc., dans la réflexion pour vraiment révéler au-delà des usages, mais aussi peut-être des opportunités et même des risques, être vraiment exhaustif sur l'ensemble de ces enjeux-là et pouvoir avoir une matrice qui après puisse être la plus efficiente dans l'utilisation et d'associer ça à des retours d'expérience et encore une fois, des tests. Maintenant qu'on a cette cartographie des risques, cette matrice bénéfice-risque, l'idée c'est de se dire comment traduire tout ça en une gouvernance un peu concrète, pérenne et responsable. Comment déjà définir et répartir les responsabilités. Et pour cela, je passe la parole à Jacques. Merci Corentin. On a finalement déjà abordé les questions de risque, de mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les présentations précédentes. Je vais plutôt donc aborder maintenant la question de qui est responsable de quoi dans l'ensemble du processus. Je crois très simplement, tous les aspects de la gouvernance sont concernés. On peut passer directement. Je ne vais pas lire tous les slides dans le détail parce qu'il y a énormément d'informations, mais je vais insister sur certains points particuliers et en quoi l'intelligence artificielle a un impact direct sur la gouvernance. Donc en fait, voilà, non, voilà, slide suivant. Tous les aspects non, non, le slide suivant, voilà. Là, il y a la direction générale et conseil d'administration, direction générale pour la vision stratégique, un comité de pilotage
pour superviser la mise en œuvre et en évaluer l'impact. Je rajouterai à ce niveau-là, au niveau du comité de pilotage, c'est pas uniquement la mise en œuvre, c'est aussi d'avoir en tête l'évolution. Une fois qu'on a mis en place un système, comment évolue-t-il? Ensuite, Anne-Lise, le slide suivant. Les équipes techniques qui garantissent la faisabilité technique et la sécurité, les juristes pour veiller au respect des cadres légaux, les responsables métiers et les utilisateurs finaux. Quand vous voyez cette liste-là, finalement, on se rend compte que c'est une liste qui est applicable à tout projet que mène une organisation. Il n'y a rien de particulier dans la gouvernance que l'on veut mettre en place. L'IA n'a rien de particulier par rapport à un autre projet stratégique. Par contre, la grande différence, c'est que la révolution de l'IA a un caractère exponentiel. En fait, on traite des données massives, il y a des développements de logiciels accessibles au grand public, donc la gouvernance de l'IA prend d'autant plus d'importance que par rapport à d'autres projets. Et je crois que le premier point, c'est que les opportunités et les risques doivent être pleinement partagés par les membres du conseil d'administration et de la direction générale. La direction générale doit prendre en main les opportunités et les risques afin que soient maintenues les relations de confiance avec tous les membres de l'écosystème au sein duquel travaille l'organisation. Il faut surtout éviter que le conseil d'administration ou la direction générale se repose uniquement sur des techniciens pour mettre en place ces systèmes d'intelligence artificielle. Et en particulier, sans attendre que les parties prenantes, internes ou externes, prennent le sujet en main. Nous sommes face à des sujets techniques dont la gouvernance, direction générale, conseil d'administration n'a pas forcément la compétence et peut donc avoir une tendance à se reposer sur l'intervention, entre guillemets, d'experts, techniciens, qui, à la limite, feront passer leur message ou mettront en place l'organisation qui correspond à leur vision, qui ne correspond pas forcément à la vision que peut avoir la direction générale. Je crois qu'il faut qu'on ait en tête que l'IA est porteuse d'opportunités majeures de transformation, mais que ces opportunités peuvent aussi générer des risques de disruption qu'il faut être managé. Donc, tout ce travail doit amener une réflexion sur les questions posées et de faire preuve de discernement avant de prendre les décisions, aussi dans un univers foisonnant de marketing qui peut être insistant, parce que beaucoup vont promouvoir l'IA, vont promouvoir les idées de l'IA sans forcément que ces idées apportent les solutions ou les progrès que peut attendre l'organisation et éventuellement générer des risques supplémentaires. C'est là où donc, encore une fois, le rôle de la direction générale est très important. On a parlé en amont de la cartographie des risques. Et la cartographie des risques est aussi un élément que doit superviser une direction générale. L'IA, comme on l'a dit, apporte des risques supplémentaires et on peut peut-être même envisager d'élaborer des sous-cartographies de risques inhérents au système d'intelligence artificielle. La direction générale est aussi directement impliquée dans les problématiques d'éthique. Et vu la complexité et l'ampleur des sujets générés par l'IA, l'impact sur les processus, les questions d'éthique deviennent primordiales et doivent être aussi, éthique, IA, doivent être envisagées, traitées par la direction générale. Au niveau interne, au niveau des équipes techniques, la supervision de l'architecture et du fonctionnement des systèmes est fondamentale parce que nous sommes face à un univers d'automatisation
et qui donc doit être conçu en tenant bien compte de tous les enjeux, mais je me répète, non seulement conçu, mais suivi. La qualité des données et des algorithmes a été abordée. Là aussi, c'est le rôle des équipes internes, des équipes techniques est fondamental pour valider la qualité des processus qui sont gérés, pour identifier et superviser les biais, pour aussi expliquer les résultats générés par l'IA, qui constituent des enjeux. Ce n'est pas parce que l'information est fournie par l'IA que par définition, elle est bonne. Et là, on rejoint les enjeux au niveau des équipes techniques, mais aussi la formation, l'appropriation par les utilisateurs. Je, dans la mise en place du projet, je crois qu'il ne faut jamais laisser les acteurs totalement indépendants, en particulier lorsqu'ils sont spécialisés dans un domaine et qu'ils peuvent avoir une difficulté à projeter leurs recommandations, leurs décisions en dehors de leur zone de compétence. Là, on rejoint l'importance du comité de pilotage qui ne peut pas laisser les équipes techniques totalement libres et fonctionner dans leur domaine de compétences. Je crois qu'il est aussi important dans la gouvernance, et là ça concerne les équipes techniques, que le fonctionnement des systèmes fasse l'objet de retours d'expérience en vue d'amélioration en continu. Pour revenir sur les problématiques de direction générale, je crois que les multiples conséquences humaines internes de l'IA méritent une attention particulière. Ces enjeux sont multiples, sont complexes, sont incertains et aussi doivent être traités dans la durée. L'analyse des compétences ne peut pas rester à un niveau générique. Ils doivent être analysés, cartographiés et mis en perspective lors de la mise en œuvre, la mise en place de l'IA. Euh, se pose aussi la question des ressources humaines, qui est aussi une question de gouvernance pour les directions générales, parce que l'IA va développer une tendance duale entre, d'une part, le développement d'experts, grâce à l'augmentation des capacités offertes par les systèmes, mais d'autre part, des personnes réalisant des travaux moins qualifiés. Donc un enjeu de ressources humaines fondamental qui n'est pas un sujet technique, mais qui est un sujet de direction générale. De même, la problématique de gestion de l'externalisation des tâches, qui peut résulter de la mise en place de l'intelligence artificielle, qui impose une vigilance de haut niveau, car elle concentre des risques, mais aussi impose un suivi de la gestion des ressources humaines beaucoup plus précis que peut-être nous avons tendance à faire aujourd'hui. Donc, je n'ai pas voulu reprendre, vous lirez dans le guide, toutes, disons, ces aspects. J'ai voulu simplement mettre en avant quelques points particuliers et je crois que l'élément fondamental pour moi, c'est que les enjeux de l'IA doivent être, les directions générales et les conseils d'administration doivent tout à fait s'approprier ces enjeux et les piloter eux-mêmes sans simplement se dire j'ai confié cela à des consultants externes ou à mes experts internes dans ces domaines. Voilà les messages que je voulais faire passer, au-delà de la présentation très didactique que vous fournira le guide. Alors, merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation, pour ton partage. Justement, comme Jacques l'a très bien dit, vous retrouvez l'ensemble de ces différents détails dans le guide, d'une répartition qui a été aussi réalisée et qui, encore une fois, est à moduler en fonction de la réalité, aussi de vos organisations, de la taille, de vos contraintes en interne, etc. La question maintenant qui nous amène, encore une fois, alors on n'aura pas le temps d'aborder l'ensemble des parties que vous retrouvez dans le guide, mais on voulait quand même vous faire un focus sur cette partie-là qui est de dire comment rédiger un peu sa charte éthique, sa politique d'usage.
pour vraiment construire cette gouvernance en ayant la cartographie des risques, en ayant la définition et la répartition des responsabilités. Et maintenant, comment mettre tout ça en place dans un document concret, dans une charte éthique, une politique d'usage, qui peut être aussi complémentaire avec l'ensemble de vos autres procédures euh, internes et complémentaires avec des potentielles fiches de rôle qui vont résumer un peu les différents propos de Jacques juste avant. Donc, si on aborde du coup cette partie-là, Annelise, on peut passer à la slide d'après. L'idée déjà, c'est de se dire, OK, certains parlent de charte éthique, d'autres parlent de politique d'usage. Alors, ça arrive que des fois, c'est le même document, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on va essayer un peu de définir rapidement à quoi correspond chacun de ces documents. Une charte éthique, tout d'abord, c'est déjà un document qui va rappeler en fait les grands principes, vos valeurs fondamentales, les différentes attentes, en quoi les différentes pratiques doivent être alignées avec votre mission sociale. C'est vraiment les grandes lignes directrices morales de votre organisation. La politique d'usage, elle, c'est vraiment plutôt le document opérationnel qui va définir un peu les règles pratiques, les procédures, etc. Dans l'ensemble, encore une fois, ces documents peuvent être le même document, mais ces documents peuvent être aussi séparés en fonction de vos besoins, mais il est important qu'ils soient cohérents et complémentaires. On a essayé de résumer ça en disant, OK, la charte, ça répond un peu à la question pourquoi et selon quelles valeurs utilisons-nous l'IA. La politique d'usage, c'est vraiment plutôt comment utilisons-nous l'IA au quotidien et quelles sont les règles. Et bien évidemment, encore une fois, et je pense que c'est un peu le message clé de tous les éléments qu'on vous a dit lors de ce webinaire, c'est de se dire, ça évolue très rapidement le sujet de l'IA, et donc il est nécessaire de faire évoluer aussi ce cadre interne très rapidement. Autre aspect important, c'est que bien évidemment, pour des petites organisations, il est préférable de commencer par la charte, puis après de décliner ça avec des principes concrets d'usage dans la politique interne. Si on rentre un peu plus dans le focus, on a essayé d'avoir, et vous retrouvez beaucoup plus de détails là-dessus sur le guide, encore une fois, la charte, c'est pourquoi et selon quelles valeurs utilisons-nous l'IA. On a essayé d'avoir des grands principes pour vous permettre de construire de manière un peu pratico-pratique cette charte. Et pour cela, on a quelques lignes directrices qui sont importantes pour cette construction. Tout d'abord, un principe peut-être un peu basique, mais c'est important de le rappeler, c'est de bien définir les différents termes, de poser un langage commun qui facilitera la compréhension du sujet par tous les collaborateurs, par votre gouvernance, etc. De rappeler vos valeurs, les engagements, les lignes directrices, votre mission sociale, etc., etc. Encore une fois, ça fait partie de ce socle commun de connaissances qui est important. L'autre aspect, c'est de vous dire, il est important, il est préférable de construire ce document pour en assurer, comme c'est écrit, l'efficacité et l'adhésion. C'est la même chose que sur la partie des organes représentatifs qui doivent être mobilisés. Par exemple, le comité social économique, aujourd'hui, doit être mobilisé si il y a un usage de l'IA. Il y a même une jurisprudence qui a confirmé le fait que le CSE, quand il y en a, doit être mobilisé pour donner un avis consultatif sur l'utilisation de différentes technologies d'IA au sein de votre organisation. L'idée aussi d'intégrer l'ensemble de ces acteurs-là, l'ensemble de vos différents services des parties prenantes dès le processus d'élaboration, c'est de garantir aussi, donc, le respect des droits, bien évidemment, mais ça prévient un peu l'éventuelle question, les éventuelles interrogations et les éventuelles résistances que vous pouvez voir en interne pour après avoir vraiment un usage qui soit pertinent, cohérent avec vos missions, vos valeurs et sur lequel l'ensemble des collaborateurs est embarqué, est aligné. Maintenant, si on fait un focus sur un peu la partie de la politique d'usage, donc si on va à la slide d'après, un point important, juste d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner, mais enfin qu'on a déjà mentionné à d'autres moments dans ce webinaire-là, c'est que en réalité, aujourd'hui, l'IA, c'est un peu même impossible de pouvoir s'en passer au sein d'une organisation. Puisque, encore une fois, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'outils qui ont intégré des briques IA, même sans forcément vous en informer, mais qui en tout cas ont fait évoluer leur modèle technique. Donc, il y a beaucoup d'usages
déjà existants directement ou indirectement de l'IA au sein de vos organisations. En rentrant un peu sur cette politique d'usage, je vous rappelle, vous pouvez vous poser la question, comment utilisons-nous l'IA au quotidien et quelles sont les règles communes qu'on met en place? Encore une fois, construisez ce socle commun de connaissances avec qui sont les utilisateurs concernés. Faites référence à la charte éthique avec l'ensemble des différents aspects sans forcément être en redondance. Redéfinissez un peu les termes au début. Rappelez aussi l'ensemble des principes fondamentaux régissant un peu l'utilisation de l'IA, le respect de la vie privée, la transparence, etc. Vous pouvez aussi vous baser là-dessus sur les 7 grands principes de l'IA Act et qui peuvent être aussi une base pour construire justement ces principes fondamentaux de l'usage de l'IA au sein de votre organisation. Après d'avoir, entre guillemets, introduit l'ensemble de ces points-là, ce qui est important aussi de réaliser, c'est potentiellement du coup de faire une classification des informations avec différents niveaux pour, encore une fois, clarifier quels sont les usages autorisés en fonction de quel niveau de confidentialité ou en fonction de quel niveau de risque associé à quelle typologie d'information. Ça permet que l'ensemble des collaborateurs prennent les bonnes précautions en amont. Encore une fois, la cartographie des risques que vous réalisez, c'est aussi intéressant de la mettre, alors de manière peut-être résumée, dans cette politique d'usage, en faisant un peu un inventaire des différents risques, sans forcément être exhaustif ou prétendre l'être, puisque ça évolue encore une fois très rapidement, mais c'est important d'acculturer vos collaborateurs aussi dans ces politiques d'usage à ces risques. Vous pouvez aussi dire quels sont les usages interdits, mais c'est aussi important au-delà des usages interdits, de dire quels sont les usages autorisés. Sinon, il y aura trop d'autocensure si vous ne faites que d'indiquer les usages interdits. Vraiment, essayez de décrire quels sont les usages autorisés. Et définissez bien les limites pour pas qu'il y ait toute ambiguïté. Ou si vous pouvez aussi indiquer dans cette politique d'usage, une méthode rigoureuse de sélection des outils, slide d'avant, désolé Annelise, et de lister aussi l'ensemble des outils approuvés. Parce que vous pouvez avoir, et là vous pouvez faire un tableau récapitulatif, une cartographie, etc., des usages autorisés, des usages interdits, et puis ensuite à décliner, à regarder en finesse au sein de chacun des outils. Vous pouvez valider un outil, mais valider certains usages correspondant à cet outil, mais pas valider d'autres usages correspondant à cet outil. Typiquement, tel outil, je l'autorise pour faire de la recherche d'informations, mais je ne l'autorise pas pour uploader mes données, par exemple, de ma base de donateurs et faire des analyses dessus. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette finesse indiquée entre les outils et les usages au sein de cette politique d'usage. Dans le guide que vous allez avoir maintenant dans très peu de temps, l'idée c'est que vous pourrez retrouver vraiment un ensemble de grands principes, de clauses que vous pouvez intégrer, j'ai envie de dire, même de manière un peu copier-coller, tout en personnalisant, tout en déclinant à la réalité de votre organisation. On a rédigé l'ensemble de ces clauses et de ces exemples vraiment pour qu'ils puissent correspondre à un maximum d'organisations, et on l'a rédigé sur 5 grandes catégories de risques: les risques réglementaires, les risques éthiques, les risques professionnels, sociétaux et environnementaux. On va pas avoir le temps là, forcément, dans cet échange-là, de les détailler, mais l'idée, c'est que vous pouvez aller avoir un peu plus d'informations là-dessus. Si je reprends quelques exemples tout simplement sur l'ensemble des risques réglementaires, on a donc toute la protection des données, les droits d'auteur, toute la partie de la réglementation sur l'IA. Dans les risques éthiques, vous allez avoir toute la partie de transparence, la définition des responsabilités, toute la partie éthique, même l'inclusion. Dans les risques professionnels, ça va être tout ce qui va être par rapport aux usages correspondant à votre politique définie et les usages hors politique, toute la partie sécurité. Est-ce que vous devez utiliser uniquement certaines typologies d'outils par rapport, par exemple, est-ce que c'est des outils d'IA réputés? Quelles sont les données qui peuvent être utilisées? Est-ce que vous permettez l'accès, à ces technologies-là en dehors de vos collaborateurs, à vos prestataires, par exemple?
Les risques sociétaux qui vont là plutôt aborder quels sont justement les impacts sociaux, les préoccupations liées à la santé mentale, euh, les risques liés aussi au processus de recrutement, à la formation, à la sécurisation de l'emploi, etc., etc. Et bien évidemment les risques environnementaux sur la sobriété des outils, la sobriété dans l'usage. Et dans le guide, vous aurez vraiment tout ça indiqué en détail, avec aussi beaucoup plus euh, d'informations et de ressources. Encore une fois, ce guide est une première étape pour vous permettre de construire votre gouvernance de l'IA et vous indique un certain nombre de ressources qui vous permettent d'aller encore plus loin si vous avez bien évidemment le temps. Et pour ceux qui ont un peu moins de temps, vous pouvez reprendre des éléments un peu clés en main là-dessus. Et justement, ça fait la suite avec la partie d'après. On a essayé d'être synthétique dans cette présentation pour pas non plus trop vous inonder d'informations là-dessus. Mais dans le guide, voilà, par exemple, on n'a pas abordé, alors même dans les points qu'on a abordés, vous aurez beaucoup plus de précisions, d'exemples, de liens pour en savoir plus, de bonnes pratiques, etc., qui sont indiqués. Mais l'ensemble des points en jaune, c'est des points que nous n'avons pas abordés et que vous pouvez retrouver dans le guide, entre toute la partie, donc la réglementation linéaire, les opportunités, les exemples d'articles à inclure dans vos chartes, les procédures internes, le renouvellement des procédures internes, toutes les procédures contractuelles existantes ou à venir, et toute la partie de la sensibilisation de vos équipes à un usage un peu responsable de l'IA. Et je crois que j'ai terminé, et c'est la partie questions-réponses. Et, en effet, dans les temps. Donc merci d'avoir déjà merci à tous pour votre écoute et vos questions. J'ai essayé de prendre au fur et à mesure les questions que vous nous avez remontées. Donc je vais déjà répondre à celle qui est revenue 3-4 fois, c'est comment accéder au guide. Donc le guide vous sera envoyé à la suite de ce webinaire par mail et il sera téléchargeable sur le site de France Générosité et de Don en Confiance librement. C'est un guide au format digital parce qu'on vous renvoie justement vers plusieurs liens, etc. Donc il est aussi interactif. Ensuite, donc, il y a en effet la question sur la sensibilisation des équipes, comment former ses collaborateurs à l'usage de l'IA. Donc, en effet, en complément de la politique d'usage, comment sensibiliser ses collaborateurs. Je trouve que ça rentre dans la formation des équipes en continu. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite s'exprimer, Corentin ou Sarah? Est-ce que Alors, je peux Sophie? répondre très rapidement. Après, je laisserai aussi peut-être Sophie compléter, qui a peut-être des exemples là-dessus. Encore une fois, sur la question de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs. Alors, en espérant que c'est bien une question, pardon, j'ai pas vu la question, si c'était bien sur un peu un usage responsable et éthique de l'IA. Nous, ce qu'on peut déjà vous reconseiller, c'est vraiment, encore une fois, d'acculturer, de former, d'informer. Euh, L'ensemble de collaborateurs déjà à quels sont les outils qui ont été validés et utilisés, mais aussi de faire comprendre comment ces outils fonctionnent, sur quelles données elles fonctionnent, de quelle typologie d'algorithme, sur quel usage, etc. Donc déjà, c'est cette information qui est essentielle pour former vos collaborateurs. Ensuite, c'est former un usage, et donc déjà, c'est le prompt. Donc former à bien utiliser le prompt pour avoir des réponses qui soient fiables, qui soient cohérentes, efficientes, qui soient aussi sobres dans la pratique, c'est-à-dire que de ne pas refaire 3 fois le même prompt parce qu'en final, la première réponse ne suffit pas, mais peut-être que le premier prompt n'était pas bien formulé. Vérifier aussi, c'est important de former à la vérification des données. Et évidemment, c'est un peu un grand principe, mais de se dire qu'aucune information qui sort de l'IA doit être utilisée telle qu'elle, mais doit être vérifiée, contrôlée, reformulée, etc. Il y a toujours un œil humain. Et je pense que déjà, c'est ces grands principes-là qui est important. Ça peut paraître basique, mais c'est important que l'ensemble des collaborateurs doivent être formés à ces grands principes-là. Pour faire un peu rapidement, on vous donne aussi dans le guide certaines ressources pour aussi animer des formations en interne euh, en interne de vos organisations auprès de l'ensemble de vos collaborateurs, pardon, allant par exemple, voilà, des cafés IA, de la bataille de l'IA, enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui existent et qui sont à votre disposition gratuitement pour former vos collaborateurs.
Est-ce que Sophie, tu veux compléter là-dessus? Oui, bah, je suis totalement en phase et en fait je pense que l'IA bah, ça touche tout le monde et donc en fait on peut partir bah, de formations qui sont totalement généralistes donc qui concernent toutes les équipes et donc à travers un parcours d'intégration mais aussi on peut avoir des formations un peu plus spécifiques pour différents métiers notamment au niveau du marketing ou autre et bah, je pense que l'idée c'est aussi bah, comme vous l'avez dit justement bah, de sensibiliser sur les bonnes pratiques et bah, des bonnes pratiques qui vont rester là, peu importe les changements liés à l'IA. Voilà. À tous les deux. Du coup, ça répond, enfin, ça complète aussi un commentaire qui dit qu'en effet, les mises à jour des outils d'IA, enfin, les données utilisées par l'IA sont mises à jour pas en temps réel, mais par étape. Et du coup, le risque d'informations obsolètes quand on utilise les outils d'IA, c'est un risque en soi. Donc, en effet, c'est ce qu'on disait, il faut toujours vérifier les données de l'IA avant de les utiliser. Une question justement sur comment se prémunir juridiquement face aux outils tels que OpenAI, etc. Peut-être faire le lien avec le rôle du DPO aussi. Alors le rôle du DPO n'a pas forcément un rôle juridique, mais enfin n'est pas forcément juriste, je veux dire. Mais est-ce que Sarah, tu veux répondre? Alors, sur le rôle du DPO, en effet, en fait, c'est pas tellement juridique, c'est ce que lui permet le RGPD, comme vous le savez. Et de fait, il va modifier son registre des activités de traitement. En fait, et ben, il va devoir intégrer l'outil IA en fonction, du coup, et là, je fais le lien avec la première question, des conditions d'utilisation qui sont proposées par les IA choisis. Donc, c'est ça, la première question était, me semble-t-il, de savoir comment s'assurer de la conformité des outils. Eh bien, il faut faire un petit check déjà de peut-être d'où vient quelle est la société à l'origine de de cet outil. Est-ce qu'il y a des conditions générales? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez un contrat parce que c'est un outil que vous utilisez, donc il y a peut-être un contrat de prestation que vous avez avec cette entité. Donc voilà, c'est veiller à ce que dans ces documents, il y ait des règles de protection des données, des clauses type qui vont bien, qui vous disent que vous inquiétez pas, l'IA est entraînée ou au contraire elle est entraînée. Dans ce cas-là, ça implique une vigilance complémentaire. Voilà, analyser cet environnement contractuel autour de l'IA, voilà, de l'outil choisi. Peut-être que Sophie, tu voudras compléter. Non, c'est très clair. Enfin, pour moi, je pense que c'est l'essentiel des informations et bah, avoir une bonne base contractuelle. Et aussi, je pense, notamment lorsque c'est bah, des gros monopoles, on peut le dire, des gros Mm. monopoles où c'est un peu plus compliqué au niveau des prestataires ou autres, d'être dans la marge de négociation ou autre. Peut-être aussi avoir un bon contact, un bon lien avec bah, soit le commercial ou soit l'équipe juridique, enfin la direction juridique de ce prestataire-là. Je pense que même le fait d'avoir un bon lien, ça permet déjà de rassurer et ça permet, même si on ne peut pas forcément négocier toutes les clauses et on n'a pas forcément de marge de manœuvre, ça permet déjà d'avoir bah, un bon lien et aussi bah, de permettre d'éviter certains risques, notamment juridiques et réglementaires. Voilà. Et je me permets tout simplement de compléter très rapidement avec un principe très pragmatique, aussi pour vous prémunir des risques face à certains outils, parce que c'était aussi ça l'action par exemple avec l'exemple d'OpenIA. Je pense qu'aussi, vous pouvez vous prémunir de pas mal de risques si déjà vous choisissez des solutions qui sont un peu plus souveraines, françaises, ou en tout cas de l'Union européenne. Vous vous garantissez un certain nombre de respect de principes réglementaires et d'une discussion un tout petit peu plus simple au niveau juridique, si je puis me permettre. Ensuite, on a une question. Est-ce possible de bloquer l'usage de certains outils par les collaborateurs qui travaillent sur les outils, les réseaux de l'organisation? Alors, je vais garder la main. Euh, alors, on a plus ou moins répondu à cette question, d'ailleurs, je pense, dans l'intervention, mais donc, dans la mesure où vous mettez en place déjà des chartes
eh ben, ces chartes, elles s'imposent aux collaborateurs. Nous, ce qu'on est en train de travailler chez France Générosité, donc on travaille sur cette charte IA qu'on va soumettre à nos collaborateurs et qui va faire partie en gros du package quand on a un nouveau collaborateur qui arrive, ça fait partie du package. Et dans cette charte, vous pouvez interdire soit des usages, voire même des outils. En fonction, comme l'a rappelé Corentin, en fonction de vos chartes des valeurs, de vos principes, etc., que vous aurez préalablement définis. Donc ça, c'est un premier point. Et après, globalement, si vous n'avez pas de charte IA, vous pouvez tout à fait interdire des outils comme vous avez la possibilité de bloquer des sites Internet. Je sais pas, il y a peut-être des endroits où vous ne pouvez pas aller sur le site de la Française des Jeux, par exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose d'assez usuel, en fait. Vos services informatiques peuvent bloquer ce type de site Internet parce que c'est un choix de l'entreprise, de la structure. Donc, aucune difficulté de ce côté-là. Et d'ailleurs, je regardais préalablement à nos échanges ce matin, il y a des cas, des jurisprudences où des salariés ont été licenciés pour violation de la charte informatique. Je parle de la charte informatique, on n'a pas de recul encore sur les sujets IA, mais donc voilà, ça peut être un outil, enfin ça peut être quelque chose de coercitif. euh, Sous réserve, bien entendu, que le salarié en ait connaissance. Voilà, donc d'où l'importance de travailler cette charte IA. Merci Sarah. Oui, il y a beaucoup de questions sur l'impact environnemental, notamment de l'IA générative, et est-ce qu'on peut vraiment avoir un usage responsable de l'IA générative quand on connaît ses impacts? Est-ce que l'un d'entre vous, Corentin? Peut-être très, très rapidement, hein, je pense que alors, dans le guide, vous avez plusieurs ressources qu'on vous donne de manière très concrète pour voir mesurer cet impact, justement, mais peut-être aussi comparer. Par exemple, je vous invite à aller sur Comparia, qui est un peu l'outil du gouvernement qui permet justement de comparer et en même temps de former et d'acculturer vos collaborateurs à comment fonctionnent les différents algorithmes, mais même au-delà de ça, euh, les différents modèles, enfin versions de modèles de chacun des outils d'IA. Donc déjà, ça peut être déjà une première base là-dessus. Et ensuite, dans le guide, on a voulu quand même rester le plus neutre possible tout en abordant justement l'ensemble de ces risques environnementaux. Mais je pense que c'est forcément à vous, en fonction aussi la mission sociale de votre organisation, en fonction aussi de vos autres cadres internes, de le personnaliser pour dire, bah voilà, nous, on va, par exemple, certaines organisations, si on revient sur la question d'avant, vont dire, je ne vais prendre uniquement des outils français, d'autres vont dire, non, je m'autorise à tous les outils de l'Union européenne. C'est un peu la même chose sur les questions environnementaux. À vous de choisir les outils et les usages qui correspondent à vos lignes directrices. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter l'ensemble des ressources sur la question environnementale qu'on vous met dans le guide. Et je sais aussi qu'il existe des classements d'IA en fonction de où les serveurs sont situés, l'utilisation des Exactement. données, le stockage de données, etc. Donc, il y a pas mal de ressources trouvables sur ce sujet-là. Euh, Annelise, je me permets de compléter ma réponse de tout à l'heure sur la charte, parce qu'il y a une question sur les bénévoles. Alors effectivement, la charte, vous pouvez tout à fait l'appliquer aux collaborateurs et aux bénévoles, ça n'a aucune difficulté. C'est à vous de le prévoir dans l'un des chartes. Enfin, vous mettez dans votre préambule, cette charte s'applique aux collaborateurs et aux bénévoles. C'était la question que j'avais notée pour Parfait. après. Et les grands esprits Parfait. se rencontrent, Annelise. Voilà. Il y a une question intéressante, c'est est-ce qu'on peut demander à l'IA de nous aider à produire des documents d'encadrement d'usage de l'IA? Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui, en effet, vous pouvez tout à fait demander à l'IA, comme vous pouvez demander à l'IA de vous aider à produire, de vous apprendre à prompter, voilà. Encore Mais une encore une fois, il faut vérifier, voilà. Exactement. Euh, à relire, à retravailler et à vérifier. Et il y a aussi des outils d'IA juridiques qui commencent aussi à émerger, j'ai envie de dire, là-dessus, qui peuvent être une base. Encore une fois, il y a besoin de retraiter, encore une fois, il y a besoin de vérifier, de contrôler, etc., et de faire vos propres choix par rapport à ça. Mais ça peut aussi vous donner une bonne base là-dessus. Je sais pas si Sarah, tu veux compléter sur ces Alors j'aime outils. bien, tu dis comment ça a émergé. Bon, ça fait un petit bout de temps quand même qu'ils s'y mettent, les logiciels juridiques, mais bon, vous avez génial chez Francis Lefebvre. Il y a l'IA de LexisNexis aussi, qui sont les deux plus importants. Les autres, je les ai pas expérimentés, donc oui, il y a des propositions désormais, c'est évident. Voilà.
Et je dis c'est pas nouveau parce que vous avez déjà Captain Contrat qui depuis très longtemps utilise l'IA en fait pour fabriquer, pour établir des contrats. Mais ça c'était une parenthèse. On a aussi pas mal de demandes de retour d'expérience au sein de France Générosité, de Don Confiance et d'autres organisations, donc Téléthon, pourquoi pas aussi, sur l'usage de l'IA, qu'est-ce qu'on a mis en place. Est-ce que un d'entre vous veut commencer? Je garde la parole, mais ça va être assez bref. Bah, je veux bien faire Voilà, un petit retour parfait. d'expérience. Je sais pas si, bon, après, je sais pas si bon, j'engage l'AFM. J'espère que les personnes qui me regardent de l'AFM vont comprendre. Enfin, bref, voilà. Nous, on a mis en place Copilot, donc qui fait, c'est la DSI, donc la direction des systèmes d'information, qui a mis en place, qui est pilote de ce déploiement-là. Donc, bien évidemment, on est passé devant le CSE. Il y a eu aussi également une analyse d'impact sur la protection des données, parce que données de salariés ou autres données. Et en fait, il y a eu il y a eu également des formations qui ont été faites avec le prestataire à travers aussi des coffee breaks. Justement, je crois que c'est Corentin qui évoquait ce terme-là tout à l'heure. Donc voilà, donc chaque semaine, il y avait des coffee breaks. Et en fait, ça a été fait à travers une expérimentation avec un public cible qui avait justement une version bêta et qui était un peu plus poussée. Et ensuite, enfin, il y a une volonté justement d'étendre, je pense, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a une volonté d'étendre à l'ensemble des salariés de l'AFM, sous contrôle encore du pilote qui est la DSI. Donc, je ne sais pas si peut-être que je dis une bêtise, mais voilà. Et ensuite, actuellement, il y a justement une comitologie qui est en train de se mettre en place et qui est, enfin, où justement la direction générale s'en est saisie. Et on a quelques spécificités où justement on a diverses entités. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une version harmonisée entre les entités et l'AFM Téléthon. Voilà. Donc, j'espère que ça permet d'élaborer une petite indication. Et également, il y a eu justement aussi en termes de plus de chartes, de politiques, etc. Il me semble que la charte IT va être modifiée justement donc pour qu'elle soit opposable aux salariés et peut-être une charte IA. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Et peut-être pour compléter très rapidement hein, sur la question des cas d'usage, encore une fois, on voit que petit à petit, il y en a de plus en plus qui émergent. Mais encore une fois, pour l'instant, il y en a encore très peu vraiment au niveau de l'organisation qui ont atteint la phase de maturité, j'ai envie de dire. C'est aussi pour ça que on réalise de nouveau le sondage. Et donc, je refais un push sur le sondage maintenant pour que vous puissiez chacun y répondre et de partager aussi vos cas d'usage. Et l'idée, c'est qu'on va aussi essayer de voir quels sont les cas d'usage partageables à l'ensemble du secteur et on vous restituera l'ensemble de ces cas d'usage lors de la restitution de l'étude qui aura lieu le 9 juin. Donc, je peux déjà vous donner la date, elle n'est pas forcément encore indiquée sur notre site. Mais en tout cas, voilà, le 9 juin prochain, on va vous restituer les résultats du sondage et certains cas d'usage qui seront partageables pour vous permettre aussi à vos organisations d'aller plus loin. Et bien évidemment, j'espère que d'ici le 9 juin, vous aurez tous mis en place une belle gouvernance de l'IA grâce à notre guide, évidemment. Je précise juste un terme aussi, j'ajoute juste que pour Copilot, donc c'est vraiment c'est une licence qui est vraiment avec une réutilisation en interne des données. Donc il n'y a pas de partage de données à l'extérieur ou autre. Donc c'est vraiment au sein de l'entité et tout est cloisonné au sein de notre entité. Donc il n'y a aucun transfert de données ailleurs, à l'étranger ou dans des entités ou autres. Voilà. Et juste préciser ça. Et je pense que ça peut être aussi un élément que enfin chacune des entités peut prendre en compte, justement, avoir aussi ce périmètre-là de cloisonnement de données. Voilà. Merci Sophie. Ce côté France Générosité, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que c'est déjà pas mal là-dessus. Moi, je vais peut-être juste faire une petite précision parce que je voulais la faire en intro et ça m'est un petit peu passé. Mais donc, au sein du référentiel de En Confiance, on a un référentiel de déontologie avec un certain nombre de règles et d'exigences pour nos organisations membres. L'encadrement de l'IA ne fait pas encore partie en tant que tel du référentiel et d'une exigence. Cela dit, c'est une thématique qui commence en effet à être évoquée les observations de nos contrôleurs. Euh, voilà, c'est une petite précision au cas où on se pose la question.
Je ne sais pas si Jacques, tu voulais en parler. Je ne sais pas du tout si en commission c'est une thématique qui commence à être abordée. Non, c'est pas une thématique qu'on aborde directement, mais on l'aborde indirectement par les risques, par la maîtrise des risques et le contrôle des risques. C'est ce que j'expliquais. Voilà, c'est un risque particulier. Donc, on ne l'aborde pas généralement spécifiquement, mais on commence à en parler, effectivement. Et pour le petit retour d'expérience en confiance du coup en interne, pas sur la partie contrôle ni agrément, mais sur la partie interne, idem, on est en train de voilà, on a la charte informatique à mettre à jour et puis maintenant on a un guide pour notre propre gouvernance que je ferai passer. Euh, D'autres questions, j'en avais vu une qui était intéressante, mais je n'ai pas la réponse, donc peut-être que vous l'aurez. C'est est-ce qu'il y a plus de risques avec les versions gratuites des outils d'IA? Je pense que, alors, peut-être Sarah et Sophie vont me compléter, mais euh, en général, l'idée, encore une fois, c'est de se dire, ça dépend de quel usage et vraiment hein, d'aller en finesse sur les usages et pas de vous dire un outil, ok, oui, non, risque, pas risque, etc., mais vraiment quels sont les usages et voir même quelles sont les différentes versions du modèle LLM utilisé dans tel outil. Dans l'ensemble, c'est sûr que les outils gratuits vont être plus limités déjà dans ce que ça va vous permettre d'avoir ou dans l'actualisation des données sur lesquelles elle va se baser. C'est un peu ça en général sur les assistants d'IA, la limite. Et surtout, ce qui se passe pour la plupart des outils d'IA, c'est que si vous n'avez pas une version payante, il y a différents niveaux de versions payantes, vous n'aurez pas forcément une clause de non-réutilisation de vos données pour entraîner le modèle d'IA et pour eux qu'ils puissent sortir du coup la nouvelle version du modèle. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder vraiment les conditions des différentes licences et vraiment encore une fois en finesse par rapport à vos usages. Voilà. Après, il y a des outils d'IA si c'est uniquement pour rechercher l'information, peut-être que des versions gratuites suffisent voilà, ça dépend vraiment sur quoi vous allez utiliser, sur quel usage, pardon. Je me permets de compléter, Corentin. Donc évidemment, je vais dans ton sens. C'est toute la question et quel est l'usage envisagé? Et parfois, tu parles même de juste un moteur de recherche, parfois pourrait simplement suffire, je le rappelle également. Voilà, on le disait lors de notre dernier colloque digital, c'est pas la peine d'utiliser une Ferrari pour aller à la boulangerie. C'est ça l'état d'esprit en fait. Voilà. Et le deuxième point, donc oui, question d'usage, en effet, ça dépend pourquoi vous envisagez d'utiliser cette UA. Si c'est pour organiser vos vacances, une IA gratuite pour Open va pouvoir vous suffire. Si c'est pour comparer des dispositions contractuelles, évidemment, il faut faire extrêmement attention à l'IA que vous utilisez par rapport à la protection des données qui sont contenues dans vos contrats. Voilà. Merci à tous les deux. Peut-être. Ouais. Alice, je vois une question qui apparaît, je trouve que c'est intéressant parce que justement, alors, euh, dans l'ensemble des, alors je vois qu'il y a pas mal de questions sur quels sont les outils, est-ce que vous donnez des exemples d'outils, quels sont les outils que vous recommandez, etc., etc. Nous, on n'était pas là pour faire une liste exhaustive d'outils. Encore une fois, on ne pourra pas être exhaustive et en tout cas, ça sera caduque très rapidement. Je vous invite vraiment à aller consulter le sondage qu'on avait réalisé en 2025, puisqu'on posait la question de quels étaient les outils utilisés au sein des organisations membres de France Générosité. On le fait aussi là dans notre sondage 2026 et on va vous restituer ça. Mais je permets plutôt, là on était vraiment sur l'encadrement, un guide sur l'encadrement et pas un guide sur comment utiliser l'IA. On est vraiment sur l'encadrement de l'IA au sein de vos organisations. C'est déjà la première étape avant pour nous l'utilisation. Je vois juste une question sur la question très rapidement sur la question de l'hébergement des données. Par exemple avec l'exemple de Copilot. Encore une fois, quand vous allez utiliser des outils qui sont américains, j'ai envie de dire quel que soit où est situé l'hébergement, mais c'est encore pire si l'hébergement est situé en dehors de l'Union européenne, vous avez forcément des risques d'accès à la donnée puisque les outils et les entreprises américaines sont soumis à certaines réglementations américaines, je ne vais pas forcément les détailler là, mais qui permettent aussi au gouvernement de pouvoir accéder à ces données, voire de pouvoir vous restreindre l'accès à vos propres données. Je vous laisserai aller voir
tous les différents exemples qui ont été énumérés sur certains outils comme Microsoft, comme avec la Cour pénale internationale il y a quelques temps, ou encore les enquêtes au niveau de l'Union européenne, pour comprendre aussi les risques potentiels que vous avez d'accès à vos propres données par le gouvernement américain, mais aussi de restrictions d'accès à vos propres données. Enfin voilà, je vous laisserai juste aller voir là-dessus, mais c'est un des points qui peut vous permettre d'analyser l'ensemble de ces choses-là, après à contraindre aussi, à décliner, pardon, en fonction de la réalité de votre organisation. Oui, en effet, il y a plusieurs questions en effet sur les outils ou des recensements de classement d'outils, etc. Comme ça évolue. Enfin, pour regarder un guide qui ne soit pas obsolète trop vite, en plus, en effet, on n'a pas forcément on n'est pas forcément rentré dans ce niveau de détail-là. Je passe en revue les autres questions. Est-ce que j'avais noté? Ça, on y a répondu aussi. Est-ce que tous les IA garantissent que nos données ne soient pas réutilisées ou faut-il obligatoirement une clause spécifique de non-réutilisation des données? Ah bah oui, oui, oui. Oui, en effet, c'est sûr. Et vous avez justement là-dessus pour à la avant-dernière partie, sous-partie du guide, vous avez toute une partie qui vous explique aussi comment revoir vos contrats ou comment prévoir pour vos prochains contrats justement ces clauses contractuelles. Voilà, rapidement là-dessus. Enfin, je sais pas si Sarah, tu voulais compléter dessus. Non, non, je vais vous dire que le service juridique va être mobilisé prochainement dans vos structures. Ils vont être contents. Voilà, j'espère, je sais pas s'ils ont tous participé à ce webinaire, mais ils vont avoir du boulot à l'issue de ce webinaire. Voilà. Euh, enfin, je reviens un peu sur le retour d'expérience. Avez-vous une fourchette de temps pour la mise en place de l'IA dans une OSBL, dans le cas de Téléthon par exemple? Bah, tout dépend. Je pourrais pas donner de fourchette et je pense que vu que c'est tellement évolutif que en fait, c'est constant. Finalement, juste il y a un point de départ et après ça devient constant. Je pense qu'il y a différentes actions qui sont mises en place et bah, en fonction des évolutions, en fonction des nouveaux outils et autres, bah, c'est un projet donc j'ai pas forcément de fourchette de temps. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de la spécificité. C'est aussi en fonction des personnes aussi qui s'en chargent parce que bah, il faut avoir aussi l'ensemble de personnes pour gérer ce sujet-là. Donc, c'est vraiment en fonction de l'organisation, notamment de la taille, en fonction de comment les directions sont mises en place aussi, l'organisation des directions, comment le plan d'action est déroulé, est-ce qu'il y a des validations, est-ce qu'il n'y a pas forcément de validation sur certaines actions ou autres. Donc, je n'aurais pas forcément en tête de fourchette de temps, mais voilà, c'est un projet et le plus important, je pense, c'est d'avoir aussi le point de départ. Et voilà. Et donc, c'est un projet qui vit et qui est amené à vivre. Donc, pas forcément de fourchette de temps. Voilà. Et Ça dans tous dépend les aussi. cas, Ouais, Ah, non, je t'en prie, euh, Quentin. non, non, et dans tous les cas, pour compléter encore une fois, c'est de se dire, bah, si déjà vous prenez le temps de mettre en place vraiment le cadre. Euh, c'est vraiment et avec l'aide de ce guide-là, vous irez beaucoup plus vite par la suite à pouvoir déterminer, savoir qui est responsable, sur quelle procédure, correspondant à tel risque, correspondant à tel cadre, etc. Donc c'est vraiment mettre en place une gouvernance, mettre en place un encadrement vous permettra d'aller beaucoup plus vite sur la mise en place potentiellement de nouveaux outils d'IA, de nouveaux usages par la suite. Et je Euh, compléterai peut-être, enfin, ça dépend des structures, mais il faut vraiment l'appui. Enfin, tu parlais de la gouvernance, enfin, gouvernance de l'IA, pardon. Mais ça me fait une petite dérivée sur le sujet de la gouvernance tout court. C'est peut-être être utile, hein, je ne sais pas, en fonction de vos structures, mais d'intégrer des membres peut-être du conseil d'administration pour donner de l'input aussi à vos travaux. Voilà. euh, Ah oui, alors, quelqu'un demande peut-être des exemples plus spécifiques au secteur alors je sais pas si c'est le secteur associatif ou de la générosité. Euh, Justement, dans le guide, vous aurez pas mal mm, de, de ressources
de ressources là-dessus hein, pour aller et vraiment on vous a alors on est passé très rapidement de cette présentation parce que voilà on voulait laisser un maximum de temps à ces questions-réponses mais vous aurez vraiment beaucoup plus d'exemples et de cas concrets et d'analyses très spécifiques à aussi des obligations de notre secteur, aux spécificités de nos organisations d'intérêt général, etc., etc. Je passe très vite parce que je pense que là on va pouvoir conclure, mais mais en tout cas, voilà, vous allez avoir le guide. Si tu veux passer à la slide d'après Annelise pendant qu'on conclut. Oui, très belle transition sur. Vous découvrirez plus de détails dans le guide. Donc, pour rappel, on vous l'envoie par mailing suite à ce webinaire avec le replay aussi, si vous voulez revoir le webinaire qui a été enregistré. Euh, il est déjà en ligne sur le site de France Générosité. Voilà. Efficace. Euh, Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les rédacteurs du guide parce que ça a été un projet intense avec vous. De toute façon, je sais que France Générosité propose aussi plein d'autres ressources complémentaires sur la thématique ce fameux sondage auquel nous vous invitons à répondre sur l'usage de l'IA au sein des organisations. Euh, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, sauf si l'un d'entre vous quatre souhaite ajouter quelque chose. C'est Bonne parfait. journée. Ben, en tout cas, merci Merci. beaucoup et à très bientôt. Très bonne Merci. journée. Bonne Répondez journée. Et tous au au revoir à sondage. tous. Merci.